Je m'appelle Paul Delacroix, et pendant 42 ans, j'ai bâti un empire à partir de rien. J'ai commencé avec une petite épicerie à Lyon, et aujourd'hui, mes entreprises s'étendent à travers toute la France. Je ne fais pas partie de ceux qui ont hérité d'une fortune. Chaque euro dans mon portefeuille est le fruit de nuits blanches, de décisions difficiles et d'un travail honnête. Mes parents m'ont appris que l'honneur vaut plus que l'argent, qu'une parole donnée est sacrée et que la famille passe avant tout. Martine est entrée dans ma vie il y a 15 ans, lors d'un gala de charité à l'hôtel Ritz, à Paris. Elle était comme une apparition dans cette robe blanche, les cheveux relevés en un chignon élégant, un sourire qui me faisait oublier le reste du monde. Elle travaillait alors comme consultante financière, ambitieuse, intelligente, la tête pleine de projets. Ce fut le coup de foudre. 3 mois plus tard, je la demandai en mariage, et 6 mois après, nous nous tenions devant l'autel de l'église de la Madeleine. Je pensais avoir trouvé mon âme sœur. Nous parlions de tout, de affaires, de rêves, des enfants que nous planifions d'avoir. Martine connaissait mes valeurs. Elle savait à quel point la famille comptait pour moi, à quel point je voulais construire quelque chose de durable ensemble. Elle me soutenait lorsque je reprenais de nouvelles entreprises, se réjouissait de mes succès. Du moins, c'est ce qu'il me semblait. Tout a commencé innocemment. Il y a environ 3 ans, Martine a mentionné qu'elle voulait investir dans l'immobilier. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un immeuble idéal dans le 16e arrondissement, juste à côté de la place du Trocadéro. Un endroit chic, plein de restaurants et de cafés, parfait pour des appartements locatifs de standing. Je lui ai donné l'argent sans poser de questions. Pourquoi aurais-je douté? C'était ma femme, la mère de mes enfants. Nous avions déjà 2 merveilleux petits, Zoé et Lucas. Pendant ces 3 années, Martine me disait que l'investissement se développait à merveille, que les rendements étaient stables. J'étais absorbé par l'expansion de mon réseau de supermarchés, les négociations avec les fournisseurs, les conflits avec la concurrence. Dans ce milieu, j'ai des ennemis, des gens qui ne peuvent pas me pardonner d'être partis de rien et d'avoir aujourd'hui plus que ce que leurs clans familiaux ont amassé depuis des générations. Surtout Thomas Vernier, propriétaire d'une grande chaîne de magasins, qui essayait de m'écraser à la moindre occasion. Et Marc Dubois, un promoteur immobilier qui avait perdu plusieurs terrains lucratifs parce que j'avais été plus rapide. Quand je rentrais à la maison, épuisé, Martine était toujours souriante, calme, les enfants heureux. La maison sentait bon le dîner, la vie semblait parfaite. C'est peut-être pour cela que je n'ai rien remarqué plus tôt. Peut-être parce que la confiance vient naturellement quand on aime quelqu'un de tout son cœur. La vérité a éclaté tout à fait par hasard. J'avais une réunion d'affaires dans le centre qui a été annulée. J'ai décidé de rentrer plus tôt pour surprendre ma famille. En chemin, je me suis arrêté chez un fleuriste rue Saint-Honoré. J'ai acheté un bouquet de roses blanches pour Martine, sans raison, juste parce que j'aimais la gâter. Mais quand je suis rentré, les enfants étaient chez mes parents, et Martine n'était pas là. C'était étrange. D'habitude, si elle sortait, elle me prévenait. J'ai appelé. Elle ne répondait pas. J'ai vérifié l'application de localisation sur mon téléphone. Nous l'avions installée par sécurité, surtout pour les enfants. Son téléphone indiquait qu'elle était justement à cet immeuble du 16e. J'ai pensé qu'elle avait peut-être une réunion avec des locataires. J'y suis allé. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose m'a dicté de ne pas appeler avant, de ne pas la prévenir. Peut-être l'instinct, peut-être une inquiétude inconsciente que je refoulais depuis des mois. Quand je me suis tenu devant le bâtiment, j'ai vu une plaque en laiton discrète. Cercle privé, réservé aux membres. Aucun appartement à louer. Rien de ce qu'elle m'avait dit. Je suis entré. Intérieur élégant, bois sombre, rideaux de velours, éclairage tamisé. Ça sentait les parfums coûteux et le whisky. Derrière la réception était assise une jeune femme en robe noire. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle poliment, mais je voyais la surprise dans ses yeux, comme si ma présence ici était inappropriée. « Je cherche Madame Delacroix, Martine Delacroix. » Elle fronça les sourcils. « Vous êtes… son mari. » Un silence tomba. La femme pâlit. Un instant, je vais l'appeler. 5 minutes plus tard, Martine apparut. Pas dans la tenue d'affaires élégante dans laquelle je la voyais d'habitude. Elle portait une robe noire moulante avec un décolleté plongeant, les cheveux lâchés, un maquillage intense. Elle ressemblait à quelqu'un que je ne connaissais pas. « Paul, qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était calme,
mais je voyais la panique dans ses yeux. C'est moi qui devrais poser cette question. C'est quoi cet endroit, Martine? Elle regarda la réceptionniste, fit un signe de tête. La femme s'éloigna discrètement. Martine me prit par la main, essaya de m'emmener vers un bureau latéral, mais je me dégageai. Réponds-moi ici, c'est quoi cet endroit? Pendant un moment, elle eut l'air de chercher ses mots, comme si elle calculait combien elle pouvait encore mentir. Mais quelque chose dans mon regard dut lui dire que le jeu était fini. C'est un club, dit-elle doucement. Exclusif, pour des clients triés sur le volet. Quel genre de club? Je sentais le froid me serrer l'estomac. Elle ne répondit pas avec des mots. Son silence disait tout. Un bordel, murmurai-je. Tu as acheté un bordel avec mon argent? Ce n'est pas un bordel ordinaire, Paul. C'est un lieu de luxe, pour l'élite. L'élite? Je ris jaune. Tu m'as menti droit dans les yeux pendant 3 ans. Tu parlais d'appartements locatifs, d'un investissement honnête, et ça c'est quoi au juste? Elle essaya de dire quelque chose, mais je l'interrompis. Qui sont tes clients? Qui vient ici? Maintenant elle se taisait, regardant le sol. Dis-le-moi. C'était la première fois de ma vie que je lui criais dessus. Des gens d'affaires, des politiques, tes connaissances aussi. Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Mes connaissances? Qui? Nouvelle pause. Et puis elle prononça des noms qui furent comme des coups de poignard. Thomas Vernier, Marc Dubois, 2 membres de mon conseil de surveillance, 3 partenaires commerciaux d'autres villes. Mais toi tu gères juste l'endroit, n'est-ce pas? Je cherchais désespérément une version qui ne me briserait pas complètement. Martine leva les yeux. Dans son regard, il y avait maintenant un étrange mélange de honte et d'arrogance. Je ne fais pas que gérer, dit-elle lentement. Parfois, je reçois moi-même des clients. Le monde cessa d'exister. Je ne me souviens pas comment je suis sorti de ce bâtiment. Comme si je m'étais téléporté. Un moment, je me tenais face à Martine, écoutant ses mots. Et l'instant d'après, j'étais assis dans ma Mercedes garée 2 rues plus loin. Mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais pas mettre la clé dans le contact. J'essayais de respirer, mais l'air me blessait la gorge comme du verre pilé. Ma femme, la mère de mes enfants, la femme avec qui je partageais mon lit depuis 15 ans, qui connaissait chaque secret, chaque faiblesse, chaque rêve. Elle se vendait, et non pas parce qu'elle avait besoin d'argent, elle avait tout ce qu'on pouvait imaginer. Une maison valant plusieurs millions, des voitures, des bijoux, des comptes bancaires qu'elle pouvait utiliser sans limite. Non, ce n'était pas une question d'argent, c'était quelque chose de bien pire. J'appelais mon avocat, Christophe Mercier. Nous nous connaissions depuis l'époque où je faisais mes premiers pas dans les affaires. C'est lui qui m'avait appris à me défendre contre les partenaires malhonnêtes, à sécuriser les contrats, à bâtir les fondations juridiques de mes entreprises. Paul, qu'est-ce qui se passe? On dirait que quelqu'un est mort. J'ai besoin de toi immédiatement, dis-je. Et j'ai besoin d'un détective privé, le meilleur que tu connaisses. Nous nous sommes retrouvés 1 heure plus tard dans son cabinet du 8e arrondissement. Christophe me versa un whisky. Je buvais rarement, mais cette fois, j'acceptais. Je lui racontais tout. Il voyait comment j'étais assis devant lui, tremblant, probablement pour la première fois de ma vie aussi impuissant. « Paul » commença-t-il prudemment. « Tu veux tout savoir? Parce qu'une fois que tu auras ouvert cette boîte de Pandore, il n'y aura pas de retour en arrière. Parfois, les détails blessent plus que la trahison elle-même. Je dois savoir, répondis-je fermement. Je dois savoir jusqu'où va cette boue. Le détective que Christophe engagea était un ancien officier de la DGSI. Le type capable de déterrer la vérité sous terre. Je lui donnais 5 jours. Ces jours furent les plus longs de ma vie. À la maison, je faisais semblant de rien. Martine faisait aussi semblant. Nous parlions des enfants, des projets pour le week-end, de la météo. Mais quand elle me regardait, je voyais le calcul dans ses yeux. Elle se demandait ce que je savais, à quel point j'étais blessé, si j'avais encore la force de me battre. Elle n'avait aucune idée de qui elle avait provoqué. Le rapport que je reçus était plus épais que les dossiers de mes plus grosses transactions commerciales. J'étais assis dans le bureau, le tenant entre mes mains, et le détective, un homme de 60 ans au visage sculpté par l'expérience, était assis en face. « Monsieur Delacroix », commença-t-il lentement. « J'ai travaillé 20 ans dans les services, j'ai vu des choses. Mais ça, c'est l'un des cas de vengeance les plus calculés que j'ai jamais rencontrés. » « Vengeance? Pourquoi? Tout indique que votre femme fait cela délibérément.
Le club a ouvert ses portes il y a exactement 3 ans, juste après que vous lui ayez refusé l'entrée au conseil d'administration de vos entreprises. Vous vous souvenez? Je me souvenais. Martine voulait une plus grande part dans l'entreprise. Mais je pensais que la famille et le travail devaient rester séparés. De plus, elle avait sa propre carrière de consultante. Je pensais que ce n'était qu'un petit conflit, vite passé. Sa clientèle n'est pas une liste aléatoire, poursuivit le détective. Thomas Vernier a commencé à être un client régulier 2 semaines avant de vous souffler cette propriété à Deauville. Marc Dubois, juste avant l'enchère que vous avez perdue. 2 membres de votre conseil de surveillance viennent régulièrement ici, toujours avant des réunions importantes. Votre femme, elle collecte des informations. Elle flirte, boit avec eux, les laisse parler. Ils pensent que c'est un hasard, qu'une belle femme s'intéresse à leur vie. Ils ne savent pas quelle est la femme de l'homme qu'ils essaient de détruire. Je sentis la colère monter en moi comme un tsunami. Il y a plus, continua-t-il. Votre femme gérait des doubles comptes. Une partie des profits du club était transférée sur des comptes offshore. Nous avons des photos, des enregistrements, des listes de clients. Tout est documenté. Je regardais le premier document. Une liste de noms. J'en reconnaissais certains, mes concurrents, des gens qui me souriaient lors des conférences, alors que la nuit, ils couchaient avec ma femme. D'autres m'étaient inconnus. Des politiciens de l'Assemblée, des hommes d'affaires de Paris, Lyon, Bordeaux. L'un d'eux était mon cousin, mon propre foutu cousin Robert avec qui j'avais grandi, qui jurait que la famille était tout. Les prix aussi sont intéressants, ajouta le détective. Pour une rencontre ordinaire au club, elle facture des tarifs standards élevés mais pas astronomiques. Mais quand c'est votre femme personnellement, alors le prix est multiplié par 5. Et les hommes paient. Ils paient des fortunes pour être avec la femme de Paul Delacroix. C'est comme un trophée, comme s'approprier un morceau de votre vie. J'écoutais tout cela, et je sentais quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la honte, de l'humiliation. J'imaginais Vernier raconter cela à ses potes, rire de moi. J'imaginais mes partenaires commerciaux me regarder et penser « Pauvre idiot, il ne sait même pas ce qui se passe dans sa propre maison. » Mais par-dessus tout, ce qui faisait le plus mal, c'était la pensée de ma fille. Zoé avait 10 ans. C'était une fille intelligente. Lucas en avait 8. Ils aimaient leur maman. Qu'est-ce que je vais leur dire? Comment leur expliquer que leur mère, que la femme qu'ils devraient respecter le plus fait de telles choses? Il y a aussi des enregistrements, dit le détective doucement, sortant une clé USB, des caméras de surveillance du club, si vous voulez voir. Non, l'interrompis-je sèchement. Je ne veux pas voir ça. Certaines images peuvent détruire un homme plus que les mots. Je connaissais déjà les faits. Le reste n'était que torture. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda Christophe, qui était resté silencieux tout au long de la conversation. Je gardai le silence un long moment, regardant la ville par la fenêtre. Paris brillait de 1000 feux. Quelque part là-bas, il y avait des gens qui m'avaient trahi. Quelque part là-bas se trouvait Martine, peut-être avec un autre client, peut-être en train de transmettre de nouvelles informations qu'ils utiliseraient contre moi. Je veux justice, dis-je finalement. Mais pas par les tribunaux, pas par un scandale qui détruirait mes enfants. Je veux que tout le monde paie, chacun de ces gens. Et Martine, elle paiera double. Christophe hocha la tête. Tu as un plan? Je souris pour la première fois depuis 5 jours. Ce n'était pas un sourire agréable. Je commence à le concevoir. Et quand j'aurai fini, tout le monde regrettera d'avoir jamais entendu le nom de la Croix. La première chose que j'ai faite fut la plus simple et la plus douloureuse. J'ai acheté cet immeuble. Pour être précis, je l'ai acheté sous le nom d'une société offshore, via un réseau d'intermédiaires que même le meilleur détective aurait du mal à tracer. Martine pensait qu'elle en était la propriétaire. Elle ne se doutait pas qu'en réalité c'était moi qui contrôlais chaque brique, chaque plaque, chaque contrat depuis 3 jours. Christophe a réglé les papiers en silence. Je lui étais reconnaissant de ne pas poser de questions, de ne pas essayer de m'arrêter. Il comprenait que certaines choses doivent se régler sans mots, sans morale, juste agir. Ensuite, j'ai demandé au détective d'installer une surveillance supplémentaire. Pas pour regarder, je n'étais pas masochiste, mais pour avoir des preuves de tout. Chaque rencontre, chaque conversation, chaque secret transmis, tout enregistré dans une qualité qui ne laissait aucun doute. Le plan était simple dans sa conception, mais complexe dans son exécution. Je ne pouvais pas simplement fermer le club.
Cela aurait été trop simple, trop évident. Martine aurait tout de suite su que c'était moi. Et je voulais qu'elle souffre sans savoir d'où venaient les coups. Je voulais qu'elle se sente en sécurité, et qu'ensuite tout s'effondre autour d'elle comme un château de cartes. J'ai commencé par Vernier. Cet enfoiré arrogant était la cible la plus facile, car il avait le plus à perdre. Une femme issue d'une famille très éminente, 3 enfants dans les meilleures écoles, une image d'homme d'affaires respectable et de philanthrope. Sauf que je savais que, un jeudi sur 2, il venait au club de Martine. J'ai organisé une rencontre fortuite. Un gala de charité à l'hôtel Le Bristol où nous étions tous deux invités. Je me suis approché de lui, un verre à la main, souriant comme si de rien n'était. « Thomas, ça fait une éternité que je ne t'ai pas vu. » Il se raidit légèrement, mais me rendit mon sourire. « Paul, comment vont les affaires ?»« À merveille, à merveille. En fait, je voulais te parler de collaboration. » Je vis à quel point cela le surprenait. Pendant des années, nous avions été rivaux et maintenant je parlais soudainement de collaboration. J'ai une affaire qui pourrait nous enrichir tous les deux. Un bien immobilier au centre de Lyon, idéal pour une galerie commerciale. Grand. J'aurais besoin d'un partenaire avec de l'expérience. Ses yeux brillèrent. L'avidité était plus forte que la prudence. Ça a l'air intéressant. On pourrait se voir la semaine prochaine? Bien sûr. En fait, peut-être jeudi? Je sais que c'est ton jour libre. Je souris innocemment. Il pâlit. Juste un instant, mais je le remarquais. Les jeudis étaient ses jours au club. Savait-il que je savais? Il essaya de garder son calme. Jeudi, c'est difficile. Peut-être vendredi? Pas de problème, acceptai-je facilement. Vendredi 15 heures, à mon bureau. Durant la semaine suivante, j'ai demandé à mes hommes de l'observer discrètement. Le jeudi, bien sûr, il est allé au club. Mais cette fois, quand il sortait, un de mes coursiers l'a accidentellement percuté dans la rue, laissant tomber un paquet de photos. Vernier, homme courtois par habitude, l'a aidé à les ramasser. Et là, il a vu sa propre photo, sortant du club, embrassant l'une des filles à l'extérieur. « Excusez-moi !» s'écria le coursier, ramassant rapidement les photos et s'enfuyant. Vernier resta sur le trottoir, blanc comme un linge. Il savait que ce n'était pas un hasard. Quelqu'un le suivait. Quelqu'un avait des preuves contre lui. Vendredi, il vint à mon bureau tendu comme un arc. Nous nous sommes assis dans la salle de conférence, juste nous deux. Alors, à propos de cet immeuble à Lyon, commença-t-il avec incertitude. Je souris, ouvrant le dossier. Mais au lieu de documents immobiliers, je sortis une seule photo. Sa photo, devant le club. Je ne dis rien, je le laissais juste regarder. « Paul, je peux expliquer. » « Tu n'as rien à expliquer, Thomas, » dis-je calmement. « Mais nous devons parler d'avenir. Tu vois, cette propriété à Deauville que tu as prise sous mon nez il y a 2 ans? Tu t'en souviens ?» Il déglutit. « Je m'en souviens. Je te la rachète, pour exactement la moitié de ce que tu as payé, et tu me la vendras avec le sourire, parce que tu sais que l'alternative est bien pire. C'est du chantage, murmura-t-il. C'est du business, répondis-je froidement. Tu as 3 jours pour décider. Soit les actes de vente sont sur mon bureau, soit ces photos, et il y en a plus, beaucoup plus, sont sur le bureau de ta femme. Il sortit de mon bureau anéanti. 2 jours plus tard, je reçus les documents. La propriété était à moi. Première étape accomplie. Mais ce n'était que le début. Marc Dubois, le promoteur, était le suivant. Avec lui, c'était plus difficile, car il n'avait pas de famille à perdre. Mais il avait autre chose. Une réputation. Il était connu comme un fervent catholique, allait régulièrement à la messe à Saint-Sulpice, soutenait des fondations caritatives, parlait de valeurs chrétiennes dans chaque interview. Il a donc suffi de quelques photos envoyées anonymement à la rédaction de 2 journaux. Ils ne les ont pas publiées, cela aurait été illégal sans son consentement, mais ils l'ont appelé, demandant un commentaire sur les rumeurs circulant dans le milieu des affaires. Dubois a fait une crise de panique. Il a commencé à se demander qui d'autre savait, qui d'autre avait des dossiers sur lui. Il m'a appelé personnellement. « Paul, il faut qu'on se voie. »« Je suis occupé, Marc. »« C'est important, très important. Il s'agit d'un certain conflit que nous avons eu dans le passé. » Je gardais le silence, attendant. « Ces terrains à Cannes, tu te souviens? Ceux que j'ai achetés, injustement. Je voudrais réparer ça. » « Réparer ?» feignis-je la surprise.
Après 3 ans, je te les vends, au prix que tu jugeras juste. Nous nous sommes rencontrés. Nous avons fixé le prix, exactement celui que je voulais il y a 3 ans. Nous nous sommes serrés la main. J'avais une autre propriété, et il pensait avoir acheté mon silence. Il ne savait pas que ce n'était que le début de sa chute. Chaque jour apportait une nouvelle victoire. Les membres du conseil de surveillance qui vendaient mes secrets, l'un après l'autre, ils ont commencé à démissionner de leur poste, pour raisons personnelles. Mon cousin Robert, je l'ai croisé lors d'un déjeuner de famille chez mes parents. Il m'a regardé, essayant de feindre la normalité, mais je voyais la peur dans ses yeux. « Robert », dis-je au dessert quand nous sommes restés seuls dans la cuisine. « Tu te souviens quand tu m'as dit que la famille, c'était tout ? Paul, écoute, maman vend la maison de campagne. Je sais que tu voulais l'acheter, je te donne 50 000 €. Ça suffira pour l'apport. » Il me regarda avec incrédulité. « Après tout ça, tu veux m'aider ? Nous sommes une famille, répondis-je chaleureusement. Mais à une condition, tu ne t'approcheras plus jamais de ma femme. Tu ne mettras plus jamais les pieds dans cet endroit. Et si jamais qui que ce soit te pose des questions sur mes affaires, sur ma vie, sur quoi que ce soit, ta réponse est « je ne sais pas ». C'est clair ? Il hocha la tête, les larmes aux yeux. C'est clair. Je suis désolé, Paul. Sincèrement désolé. Je sais, dis-je. Et je le savais vraiment. Mais le pardon, c'était une autre histoire. Martine ne savait rien. Elle voyait comment, l'un après l'autre, ses clients cessèrent de venir, comment les revenus du club chutaient, comment les problèmes commençaient. Elle pensait que c'était le hasard, que c'était une fluctuation du marché. Elle n'avait aucune idée que chaque client qu'elle perdait avait été soigneusement écarté par mes soins. Et moi, j'étais assis à la maison, je dînais avec les enfants, je l'embrassais pour lui dire bonne nuit, et je planifiais le coup suivant. Si cette histoire vous plaît, abonnez-vous, likez et dites en commentaire ce que vous pensez de ce qui s'est passé. 2 mois se sont écoulés depuis mes premiers mouvements. Martine commençait à être nerveuse. Je le voyais au petit déjeuner, à la façon dont elle remuait son café, regardait son téléphone, fronçait les sourcils. Le club perdait des clients à un rythme effrayant. Sur 30 habitués, il en restait peut-être 10. Les revenus avaient chuté de 60%. « Tout va bien ?» demandai-je un matin en beurrant une tartine pour Zoé. Elle leva les yeux. La fatigue se lisait sur son visage. « Oui, juste des problèmes avec l'un des investissements. Je peux aider ? Tu t'y connais en finance, mais peut-être as-tu besoin d'un regard neuf ?» Elle secoua la tête rapidement. « Non, je vais me débrouiller. Ce n'est rien. » Je souris et retournai à mon journal. Je savais exactement ce qui se passait. Hier, un autre client avait été convaincu de renoncer. Cette fois, c'était un avocat qui représentait une entreprise concurrente dans un procès contre moi. Il avait des éléments qui pouvaient me nuire, des témoignages, des documents financiers. Mais après notre brève conversation au cours de laquelle je lui ai montré des photos du club, il a soudainement perdu tout intérêt pour l'affaire. Il s'est retiré, invoquant un conflit d'intérêts. Martine ne comprenait pas ce qui arrivait. Elle pensait que c'était peut-être dû à la concurrence, à de nouveaux endroits, au changement de goût des élites. Il ne lui venait pas à l'esprit que c'était moi. Son mari, qui rentrait à la maison à 18 h, jouait avec les enfants, lui demandait comment s'était passée sa journée, qui continuait de l'embrasser pour dire bonne nuit, qui continuait de faire semblant que tout était normal. Mais chaque nuit était une torture. Je m'allongeais à côté d'elle et je pensais à tous les hommes qui étaient là avant moi. Je pensais à la façon dont elle avait planifié tout ça, comment elle avait choisi exactement les gens qui pouvaient me nuire. Ce n'était pas une trahison impulsive. C'était un plan de vengeance froid et calculé pour quelque chose qui, à ses yeux, était une injustice. Je ne l'avais pas laissée entrer au conseil d'administration. Et pour cela, elle avait décidé de me détruire de l'intérieur. L'étape suivante fut plus directe. Le club avait besoin de licences, de permis, d'inspections sanitaires, de contrôles incendies. Tous ces documents étaient en ordre. Martine était méticuleuse, elle connaissait les règlements. Mais je connaissais les gens. Et je savais que dans la bureaucratie française, on peut toujours trouver un paragraphe, une petite infraction qui passerait normalement, mais qui sous la loupe devient un problème. J'ai appelé une vieille connaissance, Jérôme, qui travaillait à la mairie d'arrondissement. Je ne lui ai rien demandé d'illégal. Je n'en avais pas besoin.
J'ai juste demandé s'il pouvait vérifier minutieusement un certain local dans le 16e, car il paraît qu'il y avait des irrégularités avec la ventilation. Bien sûr, Paul. Toujours prêt à aider, répondit-il. Une semaine plus tard, le club reçut un avis de contrôle. Ils ont trouvé des problèmes. Évidemment qu'ils en ont trouvé. La ventilation était 5 cm trop basse, selon les dernières normes. Le système anti-incendie avait un certificat valide, mais l'entreprise qui l'avait délivré était maintenant sur une liste de sociétés suspectes. Les toilettes n'avaient pas les distributeurs adéquats pour les personnes handicapées. Des détails. Des choses qui en temps normal seraient repassées. Mais l'inspecteur était minutieux. Très minutieux. On a 30 jours pour faire les réparations, dit Martine au dîner, essayant de paraître calme. Ça coûte cher. Combien? Demandai-je en passant les pommes de terre à Lucas. Environ 12 000 €. Je sifflai. Ce n'est pas rien, mais tu as des économies de cet investissement, non? Elle hésita. La plupart est bloquée, dans des actifs, c'est-à-dire dans les offshore, dont elle pensait que je ne savais rien. Je peux te prêter, proposai-je. Elle me regarda surprise. Vraiment? Nous sommes une famille, Martine. Tu peux toujours compter sur moi. Je vis quelque chose dans ses yeux. De la honte? Du regret? Difficile à dire. Elle prit l'argent. Le club fit les rénovations. Mais cela coûta encore des semaines de fermeture, d'autres clients perdus, d'autres dépenses. Et j'attendais. Pendant ce temps, je me suis occupé des employés du club. Il y avait là des filles, de jeunes femmes, certaines probablement forcées à cette vie par les circonstances. Pas toutes, mais certaines. J'ai demandé au détective de rassembler des informations sur chacune d'elles. Il y avait Caroline, une étudiante en médecine de 23 ans qui travaillait pour payer son prêt étudiant. Il y avait Agnès, mère célibataire élevant seule son enfant, sans diplôme, sans perspective. Il y avait Nathalie qui avait fui la maison à cause d'un beau-père violent. À chacune d'elles, j'ai envoyé une offre, par un intermédiaire, anonymement. Un travail dans des conditions normales, dans mes entreprises. Un bon salaire, un CDI, des avantages. La seule condition, quitter le club immédiatement. Caroline a accepté la première, puis Agnès, puis 3 autres. En un mois, Martine a perdu la moitié de son personnel. Je ne comprends pas ce qui se passe, dit-elle un soir, assise à la table de la cuisine avec un verre de vin. Tout s'effondre, comme si j'étais maudite. Je m'assis à côté d'elle, pris sa main. C'est peut-être un signe qu'il faut lâcher prise. Peut-être que cet investissement ne marche tout simplement pas. Elle retira sa main brusquement. Non, j'ai mis 3 ans de ma vie là-dedans. C'est à moi. Je n'abandonnerai pas. Je voyais la détermination dans ses yeux. La même détermination que j'aimais autrefois quand elle bâtissait sa carrière. Maintenant, cette détermination était dirigée contre moi, même si elle ne le savait pas. Parfois, il faut savoir quand se retirer, dis-je doucement. C'est facile à dire pour toi, répliqua-t-elle avec amertume. Toi, tu as toujours gagné. Tout te réussissait. Les affaires, l'argent, le respect. Moi j'ai dû me battre pour chaque miette de reconnaissance. Je pensais que nous étions une équipe, Martine, que ce qui est à moi est aussi à toi. Elle rit amèrement. Une équipe? Autrefois, je voulais faire partie de ton entreprise. Je t'ai supplié, et tu m'as refusé. Tu as dit que la famille et le travail étaient des mondes séparés. Parce que je voulais nous protéger. Le monde des affaires peut être brutal. Je ne voulais pas que tu aies à lutter contre ça. Tu ne voulais pas que j'aie mon propre pouvoir, corrigea-t-elle, que je sois plus que la femme d'un millionnaire. Je la regardais, et je voyais une étrangère. Quand est-ce arrivé? Quand la femme que j'aimais s'était-elle transformée en cette créature aigrie et vengeresse? Alors tu t'es vengée, dis-je doucement, presque en chuchotant. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, je reculai. Je réfléchis juste à haute voix. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Je suis allé au club. Pas pour confronter Martine. Pour voir l'endroit de mes propres yeux, maintenant que je savais qu'il était pratiquement vide. La réceptionniste, la même femme que j'avais vue le premier jour, n'était pas là. Il ne restait que le concierge, un homme âgé qui nettoyait la salle principale. « Bonjour », dis-je. Il se retourna surpris. « Bonjour, excusez-moi, mais le club est fermé. »« Je sais, je suis un ami de la propriétaire, Martine Delacroix. » Il hocha la tête. « Ah, je comprends.
Temps difficiles en ce moment. Temps. Madame Delacroix est très stressée. Vous travaillez ici depuis longtemps? Depuis le début, 3 ans. Vous avez vu beaucoup de choses, dis-je, sans que ce soit une question. Il hésita. J'ai vu des choses diverses, mais ce ne sont pas mes affaires. Je sortis mon portefeuille, lui donnai une centaine d'euros. Pour votre discrétion pendant toutes ces années. Il accepta l'argent, mais me regarda avec incertitude. Vous êtes son mari, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? J'ai vu votre photo, dans son bureau. Il y a une grande photo. Vous, madame et les enfants. Chaque fois que j'entrais pour nettoyer, je regardais cette photo et je pensais, j'ai du mal à comprendre. Que pensiez-vous? Demandai-je, bien que je connusse la réponse. Que vous avez une belle famille, et que tout ça ici, ça n'a pas de sens. J'opinais du chef. Vous avez raison. Ça n'a pas de sens. Je sortis de là en me sentant étrangement vide. J'aperçus son bureau par la porte entr'ouverte. Effectivement, sur le bureau trônait notre photo de famille. Vacances en Grèce, il y a 2 ans. Tous souriants, heureux. Comment pouvait-elle regarder cette photo et faire ce qu'elle faisait? Mais je savais que bientôt ce chapitre serait clos. J'avais toutes les cartes en main. Le temps du coup final était venu. J'ai choisi un samedi soir. Les enfants étaient chez mes parents pour la nuit. J'avais prévu cela à l'avance. J'avais dit à ma mère que j'avais besoin de temps pour parler à Martine de choses importantes. Maman n'a pas posé de questions. Elle voyait que quelque chose n'allait pas. Les mères savent toujours. Martine rentra à la maison vers 20h. Elle avait l'air épuisée, les cheveux décoiffés, le maquillage coulé. Le club n'avait eu que 3 clients ce soir-là. 3 sur les 30 qu'il avait il y a 1 an. Paul, je ne m'attendais pas à te voir à la maison. Je pensais que tu avais un dîner d'affaires. J'ai annulé, dis-je calmement. J'ai préparé le dîner. Ton préféré? Une blanquette de veau à l'ancienne. Elle me regarda surprise. Tu as cuisiné? Parfois, il faut revenir aux bases. Rappelle-toi comment c'était au début. Tu te souviens? Elle s'assit à table, toujours incertaine. Je lui servis du vin, une bonne bouteille de notre cave que nous gardions pour les occasions spéciales. C'est une occasion spéciale? Demanda-t-elle, essayant de sourire. On peut dire ça. Nous avons mangé en silence. Moi, calmement, méthodiquement. Elle, nerveusement, scrutant mon visage du regard, essayant de comprendre ce qui se passait. Après le dîner, je préparais le café. Un vrai. Avec la machine que je lui avais offerte pour notre 3e anniversaire de mariage. Martine, commençai-je m'asseyant en face d'elle dans le salon. Il faut qu'on parle. De quoi? Sa voix était basse, pleine de tension. De toi, de moi, de nous, de ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Elle blêmit. Je ne comprends pas. Je pense que tu comprends très bien. Je sortis une enveloppe brune du placard, la posai sur la table basse entre nous. Ouvre. Les mains tremblantes, elle prit l'enveloppe. Elle sortit les photos, une par une. Elle sortant du club, Vernier entrant à l'intérieur, Dubois, d'autres hommes, une liste de noms, des documents financiers, tout. Paul, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Quand, demandai-je, toujours calme. Quand as-tu décidé que le meilleur moyen de te venger serait de coucher avec mes ennemis? Quand exactement t'es-tu dit, oui, ça va détruire Paul? Les larmes coulèrent sur son visage. Ce n'était pas... Ne mens pas, l'interrompis-je sèchement, élevant la voix pour la première fois. Tu n'as plus le droit de me mentir. 3 ans, Martine. 3 ans, tu m'as regardé dans les yeux au petit déjeuner. Tu as embrassé nos enfants pour la nuit et tu allais dans cet endroit. Dans cet endroit maudit que tu as fondé avec mon argent pour m'humilier. Tu ne comprends pas, sanglota-t-elle. Je me sentais invisible. Je n'étais que ta femme, que la mère de tes enfants. Personne ne voyait rien de plus en moi. Toi, tu ne voyais rien de plus. Donc c'est ma faute? Je ris amèrement. C'est moi le coupable si tu m'as trompé avec des dizaines d'hommes? Si tu as vendu mes secrets à la concurrence? Si tu as transformé notre mariage en farce? Je t'ai supplié, cria-t-elle en se levant. Je t'ai demandé de me donner une chance dans les affaires. Je voulais être quelqu'un de plus. Je voulais avoir mon identité, pas seulement être Madame Delacroix. Et j'ai refusé, dis-je doucement. J'ai refusé parce que je voulais protéger notre famille. Parce que je voyais à quel point ce milieu peut être brutal. Parce que je pensais te protéger de tout ça. Et toi tu as utilisé ça comme prétexte pour me détruire.
Elle s'affaissa de nouveau sur le fauteuil, le visage dans les mains. Je ne voulais pas te détruire. Je voulais que tu me vois, que tu comprennes que je suis forte, que je peux bâtir mon propre empire. En bâtissant un bordel, terminai-je pour elle. Quelle force de caractère, Martine. Vraiment très fort. Elle garda le silence longtemps, pleurant doucement. Finalement, elle leva la tête. Combien en sais-tu déjà? Depuis quand? 3 mois, je sais tout. Chaque client, chaque transaction, les comptes offshore, tout. Ses yeux s'écarquillèrent. 3 mois, et tu n'as rien dit? Parce que je voulais comprendre. Je voulais trouver un moyen de finir tout ça sans détruire nos enfants. Zoé et Lucas t'aiment, Martine. Ils ne méritent pas que leur monde s'écroule. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda-t-elle doucement, presque dans un murmure. Je me levai, m'approchai de la fenêtre. Derrière la vitre, Paris brillait de milliers de lumières. Quelque part là-bas se trouvaient nos enfants, dormant paisiblement chez leurs grands-parents, n'ayant aucune idée que leur vie venait de changer. Divorce, dis-je enfin. Civilisé, sans scandale. Tu diras aux enfants qu'on s'entend bien. Tu auras une pension, la maison, tout ce dont tu as besoin. À une condition. Laquelle? Tu fermes ce club. Immédiatement. Et jamais, au grand jamais, tu ne parleras à personne de cette partie de ta vie. Pour les enfants, tu seras une mère qui a essayé de monter une entreprise mais ça n'a pas marché. Pour le monde, tu seras mon ex-femme qui a suivi son propre chemin. Aucun détail. Et si je refuse? Je me tournais, la regardais. Alors tout sort au grand jour. Chaque photo, chaque document, chaque conversation. Les médias auront le scoop du siècle. Les enfants apprendront qui est vraiment leur mère. Ta famille, tes amis, tout le monde. Et tu n'auras rien. Pas de pension, pas de dignité, rien. Elle me regarda longuement. Dans ses yeux, je voyais le calcul, le désespoir, le regret. Tu ferais vraiment ça, n'est-ce pas? Tu me détruirais. Tu nous as détruits, répondis-je. Je m'assure seulement que nos enfants survivent à ce que tu nous as fait. Elle hocha la tête lentement. D'accord, je fermerai le club, j'accepte le divorce, mais à une condition. J'écoute? Tu ne m'enlèves pas les enfants. La moitié du temps avec eux chez moi, la moitié chez toi. Ils sont ma vie, Paul. La seule chose vraie que j'ai. Je réfléchis longuement. Je la haïssais pour ce qu'elle avait fait. Mais je savais aussi que, malgré tout, elle aimait nos enfants. Je le voyais à la façon dont elle leur lisait des histoires le soir, dont elle les serrait quand ils pleuraient. Cet amour était réel, même si le reste était un mensonge. D'accord, dis-je enfin, mais avec un thérapeute. Nous irons voir un thérapeute familial qui aidera les enfants à traverser ça. Et si un jour tu fais quelque chose qui leur nuit, quelque chose qui menace leur bien-être, je me bats pour la garde exclusive. Et là, il n'y aura plus aucun compromis. Je comprends. Je me rassis, sentant soudain une immense fatigue. Comment en est-on arrivé là, Martine? Comment 2 personnes qui s'aimaient, qui construisaient une vie ensemble, ont atteint ce point? Elle secoua la tête. Je ne sais pas. Quelque part en chemin, je me suis perdu. Je me sentais perdu dans ton ombre. Et puis ça s'est transformé en colère. Et la colère en tout ça. Tu aurais pu me parler. On aurait pu résoudre ça autrement. Je sais, murmura-t-elle. Maintenant je le sais. Mais à l'époque, il me semblait que c'était la seule façon. Nous sommes restés assis en silence, 2 étrangers dans une maison qui était autrefois pleine d'amour. Dehors il commença à pleuvoir. Les gouttes tambourinaient contre la vitre comme des larmes. Tu as 1 semaine, dis-je finalement. 1 semaine pour fermer le club et te préparer à ce que tu diras aux enfants. Samedi prochain, on s'assoira avec eux et on leur expliquera tout. Ensemble. Elle hocha la tête. D'accord. Je me levai, me dirigeai vers la porte. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Demain matin, je vais chercher les enfants. Comporte-toi normalement quand ils reviendront. Je ne veux pas qu'ils soupçonnent quoi que ce soit tant que nous ne serons pas prêts. Paul, appela-t-elle alors que j'étais déjà à la porte. Pardon. Sincèrement. Pardon. Je me retournai. Moi aussi. Pardon de ne pas avoir vu plus tôt à quel point tu souffrais. De ne pas avoir été le mari dont tu avais besoin. Mais ça n'a plus d'importance. Il est trop tard pour les excuses. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans le noir, regardant le plafond, pensant à tout ce que j'avais perdu. Pas seulement une femme.
J'avais perdu la foi dans le fait de connaître les gens qui me sont les plus proches. J'avais perdu la certitude que l'amour et la confiance sont des fondations suffisantes. J'avais perdu un morceau de moi-même qui ne reviendrait jamais. Mais je savais aussi que j'avais fait la bonne chose. Pour les enfants. Pour moi. Pour l'avenir qui devrait être rebâti à nouveau, sur de nouvelles règles, avec une nouvelle vérité. Une semaine plus tard, tout était prêt. Martine a fermé le club officiellement, informant les quelques clients restants qu'elle cessait son activité pour raisons personnelles. Les filles ont été licenciées avec des indemnités, de généreuses indemnités. C'était mon idée, c'est moi qui ai payé. Elles n'étaient pas coupables dans cette histoire. La conversation avec les enfants fut la plus difficile. Nous étions assis tous les quatre dans le salon. Moi, Martine, Zoé et Lucas. Les enfants voyaient la tension entre nous. Ils n'étaient pas bêtes. Mais ils essayaient de feindre la normalité, comme le font les enfants, s'accrochant désespérément à l'illusion que la famille est entière. « Mais chérie », commença Martine. Sa voix tremblait. « Papa et moi devons vous dire quelque chose. » Zoé serra la main de son frère. Elle avait 10 ans, mais dans ses yeux je voyais une sagesse bien plus âgée. « Vous divorcez, c'est ça ?» Martine me regarda, les larmes aux yeux. J'opinai du chef. « Oui, ma chérie, » dis-je doucement. « Mais nous voulons que vous sachiez que ça n'a rien à voir avec vous. Nous vous aimons tous les deux plus que tout au monde. » Lucas commença à pleurer. Il était plus jeune, plus sensible. « C'est de ma faute ? Parce que je n'ai pas bien fini l'école le trimestre dernier. » Mon cœur se brisa. Je me rapprochai, le pris dans mes bras. « Non, mon fils, ce n'est pas ta faute, ni celle de Zoé. C'est une affaire entre maman et papa. Les adultes, parfois ils ne peuvent plus être ensemble. Mais nous serons toujours vos parents. Toujours. Où est-ce qu'on va habiter ? Demanda Zoé de manière pratique, essuyant ses larmes. Vous aurez 2 maisons, expliqua Martine. Une semaine chez maman, une semaine chez papa. Les 2 maisons seront à vous, les 2 seront sûres et pleines d'amour. Nous avons parlé longtemps. Nous avons tous pleuré, même moi, qui pensais ne plus avoir de larmes. Mais en voyant la douleur de mes enfants, la douleur que nous avions causée, nous, les adultes, avec nos décisions et nos erreurs, je ne pouvais pas me retenir. Ce soir-là, quand les enfants se furent enfin endormis, épuisés émotionnellement, je retrouvai Christophe à son cabinet. « Les papiers du divorce sont prêts, » dit-il en les posant sur le bureau. « Tout est conforme à vos accords. Garde partagée, pension, partage des biens. Ce sont des conditions très généreuses, Paul. Tu es sûr ? » « Je suis sûr, » répondis-je. « Je veux que ce soit fini vite, proprement, sans bataille judiciaire, sans saleté dans les médias. Pour les enfants. Et le club ? Demanda-t-il prudemment. C'est là la partie la plus intéressante. Je souris, mais il n'y avait pas de chaleur dans ce sourire. En tant que propriétaire légitime du bâtiment, tu te souviens, je l'ai acheté via l'offshore. J'ai décidé de démolir l'immeuble. Christophe haussa les sourcils. Démolir tout le bâtiment ? C'est un bien immobilier précieux au centre du 16e. Je sais, mais il a de mauvais souvenirs. Une mauvaise énergie, comme dirait ma mère. Je veux qu'il disparaisse complètement. Tu as les permis pour ça ? Tout est réglé. Le bâtiment est marqué comme structurellement dangereux. J'ai eu des expertises, de vraies expertises. Les fondations sont réellement affaiblies. Ce n'est pas un mensonge. L'endroit constitue vraiment un danger. Donc tu vas juste anéantir 3 ans de son travail. J'anéantirai le symbole de sa trahison, corrigeai-je. J'anéantirai l'endroit qui a failli détruire ma famille, et à la place je construirai quelque chose de nouveau. Un refuge pour femmes fuyant la violence domestique. Quelque chose de bien. Quelque chose qui aidera vraiment les gens. Christophe me regarda avec respect. C'est vraiment réfléchi, Paul. Tu transformes littéralement le mal en bien. J'essaie, dis-je doucement. Je ne peux pas remonter le temps. Je ne peux pas faire en sorte que tout ça ne soit pas arrivé. Mais je peux décider de ce qui poussera sur ces ruines. La démolition était prévue 1 mois plus tard. J'ai donné à Martine le temps de se préparer émotionnellement, de prendre toutes ses affaires du bureau. Elle y est venue 2 jours avant la démolition. Je l'ai vue sur la caméra de surveillance. Elle se tenait dans la salle vide, cette même salle, où elle recevait autrefois les clients, où elle planifiait ma vengeance. Elle pleurait. Une partie de moi voulait ressentir de la satisfaction, voulait se réjouir de sa souffrance.
Mais je ne pouvais pas. Je voyais juste une femme qui s'était perdue quelque part en chemin, qui avait pris de mauvaises décisions, et qui en payait maintenant le prix. Le jour de la démolition était ensoleillé, ironiquement beau. Je me tenais de l'autre côté de la rue, regardant l'équipement lourd se diriger vers le bâtiment. À côté de moi se tenait Christophe. « Sûr ?» demanda-t-il une dernière fois. « Sûr. » Le premier coup de la pelleteuse fut presque cérémonial. Le mur se fissura, les briques tombèrent au sol. Les coups suivants brisèrent ce qui était autrefois l'entrée, la réception, la salle principale. Chaque coup fermait un chapitre, détruisait un souvenir. Je pensais à tous les hommes qui avaient été là. Vernier, Dubois, mon cousin, les autres. Savaient-ils que le lieu de leur trahison disparaissait justement de la surface de la terre? S'en souciaient-ils? Probablement pas. Pour eux, c'était juste une aventure, une fantaisie momentanée, un petit secret. Ils ne comprenaient pas quelle douleur ils avaient causée. Mais moi, je comprenais. Et c'est pour cela que je regardais chaque mur tomber, chaque étage être réduit en gravats. Ce n'était pas une vengeance. C'était une purification. Après 3 jours, il n'y avait plus qu'un terrain vide sur le site, couvert de débris, attendant une nouvelle vie. L'architecte que j'avais engagé me montra les projets du refuge. Il y aura de la place pour 20 femmes et leurs enfants. Il y aura des salles de thérapie, une salle commune, une cuisine, un petit jardin, un lieu d'espoir. « Monsieur Delacroix », dit l'architecte avec admiration. « C'est un projet très noble. On voit rarement quelqu'un soutenir les nécessiteux avec autant de générosité. » Je ne lui ai pas dit la vérité. Je n'ai pas dit que cette générosité était née de la douleur, du besoin de transformer quelque chose de mauvais en quelque chose de bon. Certains secrets doivent être gardés pour soi. Martine apprit la démolition le lendemain. Elle m'appela, sa voix était calme, mais j'y entendais quelque chose de brisé. « Tu l'as démoli ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui. Pourquoi? Parce que je le devais. Parce que je ne pouvais pas regarder cet endroit sans penser à tout ce qui s'y était passé. Parce que j'avais besoin de clore ce chapitre définitivement. Elle garda le silence longtemps. Et qu'est-ce que tu vas construire là maintenant? Un refuge pour femmes. Un endroit où elles peuvent enfuir la violence, reconstruire leur vie. Je l'entendis reprendre son souffle. C'est à cause de ce que je t'ai fait? Pas à cause de toi. Pour celles qui ont besoin d'aide. Pour celles qui n'ont pas eu la chance de naître dans des familles riches, qui n'ont pas eu de choix. Pour celles pour qui aucun endroit n'est sûr. Tu as toujours été bon, Paul, dit-elle doucement. Meilleur que moi. C'est justement ça le problème. Tu as toujours été meilleur. Je ne suis pas meilleur, répondis-je. Je suis juste différent. J'ai fait d'autres choix. Après cette conversation, nous avons raccroché. Ce fut la dernière conversation que nous avons eue à propos du club. Les conversations suivantes ne concernaient que les enfants, le planning de garde, les questions pratiques. Les émotions ont laissé place à la procédure. Le divorce a été finalisé 4 mois plus tard. Nous étions civilisés, courtois même. Dans la salle d'audience, nous étions assis l'un à côté de l'autre mais séparément. 2 personnes qui étaient autrefois une seule, maintenant légalement divisées. Je suis sorti du tribunal en me sentant étrangement léger. La douleur était toujours là, profondément à l'intérieur. Mais il y avait aussi du soulagement. Chapitre clos. Une nouvelle vie m'attendait. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous, likez et dites en commentaire ce que vous pensez de tout ça.